Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Si d'autres personnes arrivent, elles arrivent en cours de route. Je suis ravi de vous accueillir pour cette quatrième séance du séminaire post-mortem prendre soin des corps après la mort. Chaleureusement accueilli par l'Espace éthique Île-de-France, où vous vous trouvez actuellement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette institution, c'est donc un espace de formation, de débat, de recherche et de proposition en éthique de la santé au sens large. Le séminaire post-mortem, ça naît d'un questionnement autour des pratiques qui visent à modifier, ouvrir, transformer, faire circuler des corps morts et aux enjeux éthiques associés à ces pratiques. On suit un corps mort imaginaire dans différentes étapes de cet corps mort. On a vu le don d'organes, le don du corps à la science notamment, et on arrive maintenant à quand même un espace de niche, parce que tous les corps morts ne passent pas par l'étape de l'autopsie médico-légale, mais je ne doute pas que la recherche de la vérité judiciaire associée à l'ouverture des corps présente des enjeux éthiques très importants que vont nous présenter nos deux intervenants et intervenantes. Donc Sandra Menanto, docteur en histoire, chercheuse associée au CRIA, le Centre de recherche interdisciplinaire en histoire de l'art et musicologie à l'Université de Poitiers, et archiviste. Et Jean-François Michard, ancien directeur adjoint de l'Institut de médecine légale de Paris, docteur en éthique soutenant sa thèse ici même il y a quelques années sous la direction de Armelle Debru, ici présente, médecin légiste au centre hospitalier Sud-Seine-et-Marne et auteur de romans. Toutes les séances fonctionnent sur le même principe, une présentation, une discussion, une présentation, une discussion. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Sandra Menanto. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation à venir parler avec vous de la pratique de l'autopsie donc médico-légale au XIXe siècle, préceptes déontologiques et protocoles moraux. Pour commencer, je souhaiterais vous donner quelques éléments qui permettent de définir le contexte dans lequel je vais placer mon propos ce soir. Même si depuis le Moyen-Âge, les hommes de loi français recourent aux lumières des hommes de l'art de guérir pour les éclairer dans les enquêtes relatives à des décès violents ou suspects, c'est au XIXe siècle qu'ils y recourent de façon systématique. Les codes juridiques qui ont été instaurés par Napoléon au début du XIXe siècle l'établissent en fait clairement. L'article 80 du Code civil indique que lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre. Et l'article 44 du Code d'instruction criminelle lui ajoute qu'il s'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assister d'un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Donc on voit bien que dès que la justice est confrontée à un décès violent, subi ou suspect, ses représentants doivent faire appel à des praticiens de l'art de guérir, et que ce soit un docteur ou un officier de santé. L'autre facteur qui favorise l'essor de la pratique médico-légale au XIXe siècle, c'est l'introduction de cette science dans la formation des futurs médecins. D'abord aboli par la Révolution française, l'enseignement universitaire est très vite remis en place, en raison notamment des besoins en médecins pour le service de santé des armées, puisque l'armée de la jeune République française est alors aux prises avec celle des monarchies européennes. La réorganisation de cet enseignement de la médecine est l'occasion d'introduire de nouvelles disciplines, parmi lesquelles la médecine légale. À l'origine de cette introduction se trouve un homme, François Chaussier, qui est professeur d'anatomie à Dijon depuis 1780 et qui est un fervent partisan de cette mise en place de cours de médecine légale dans les écoles de médecine. Lorsqu'en décembre 1794, 3 nouvelles écoles de santé sont créées à Paris, Montpellier et Strasbourg, toutes les 3 disposent à ce moment-là d'une chaire de médecine légale. Dès lors, tous les docteurs en médecine sont formés donc, et disposent d'un minimum de connaissances en matière d'expertise médico-légale.
Ils sont aptes, et également un peu obligés, de répondre aux sollicitations judiciaires pour effectuer une autopsie qui, pour le grand public, est un peu l'acte emblématique de la médecine légale. Pour évoquer ce soir avec vous donc, ces aspects que je qualifierais de déontologiques et de moraux de l'autopsie, le terme d'éthique étant un petit peu anachronique pour le XIXe siècle, je m'intéresserai dans un premier temps aux hommes qui se sont adonnés à ces examens et dans un second temps à l'acte lui-même. Les hommes de l'art, donc, ne sont pas des hommes de loi. Quand un médecin intervient dans une affaire criminelle, il le fait en tant qu'auxiliaire de justice. Ce titre lui est conféré de façon temporaire pour une mission qui est bien définie, l'expertise. Et c'est pour cela qu'il doit prêter un serment à chaque réquisition, selon les termes de l'article 44 du Code d'instruction criminelle, qui précise que les personnes appelées dans le cas du présent article, et donc de l'article précédent, prêteront devant le procureur impérial le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Honneur et conscience, ce sont les deux piliers moraux qui doivent guider le scalpel et la plume du médecin expert. Nombre d'auteurs de traités de médecine légale ont développé dans leurs écrits des règles de conduite pour leurs confrères qui seraient ainsi sollicités par la justice. Le premier de ces préceptes est le dévouement. La réquisition judiciaire ne se refuse pas. Selon Ernest Chaudet, je cite, « Les médecins qui prendraient une telle résolution manqueraient à tous leurs devoirs ». Pour Gabriel Tourbe, qui est le maître strasbourgeois de la médecine légale dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'enjeu est en fait trop important. Je le cite, « L'intérêt social y est engagé. Le médecin qui, sans motif légitime, refuse d'éclairer la justice, se soustrait à une obligation morale. » En effet, durant la quasi-totalité du siècle, les autorités judiciaires ne disposent pas en fait de levier pour contraindre les médecins à accepter une réquisition qui leur serait adressée. D'aucuns ont tenté d'appliquer une contravention définie par l'article 80 du Code d'instruction criminelle qui est en fait relatif au témoignage, comme vous pouvez le lire sur la diapo que je vous propose. Or, l'expert dispose d'un statut juridique particulier. Il ne peut pas être assimilé à un témoin. D'autres ont voulu, eux, utiliser l'article 475 du Code pénal, qui condamne d'une amende, je cite, « ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis ». C'est le cas notamment lors d'une affaire qu'on a appelée des médecins de Rodez en 1889. Après la découverte du corps d'une servante dont on avait signalé la disparition aux autorités judiciaires, celle-ci sollicite successivement 5 médecins de la localité. 2 sont absents. Les 3 autres déclinent la réquisition, soit en prétextant être occupés, soit en dénonçant l'insuffisance des honoraires qui leur seraient alloués en dédommagement de leur concours. Ces 5 praticiens sont présentés devant le tribunal de simple police qui les condamne en vertu de cet article 475 du Code pénal. Les commentateurs juridiques, à ce moment-là, ne sont pas unanimes quant à l'application de cet article. Faustin Elie indique, par exemple, que l'article ne se réfère qu'à un concours matériel et non intellectuel. Cet imbroglio juridique est définitivement réglé en fait quelques années plus tard par une loi, celle de 1892, dont l'article 23 condamne à une amende tout médecin qui n'aurait pas répondu à une réquisition de justice. Précisons qu'en contrepartie de cette instauration donc d'une sorte de réquisition obligatoire, le législateur a réévalué le montant des honoraires d'expertise qui n'avaient pas été augmentés depuis 1811. Hormis à de rares exceptions, comme celle de Rodez dont je viens de vous parler, il apparaît que les praticiens de l'art de guérir répondent présents quand la justice les sollicite. Sur plus de 700 affaires criminelles que j'ai donc étudiées, les refus catégoriques et définitifs sont des exceptions. Lorsque le praticien formule un refus de pratiquer l'examen cadavérique, il s'agit souvent d'un report momentané, ou alors d'une formulation d'une requête, ou alors d'un empêchement, tout simplement. Un soir de juin 1881, le juge d'instruction d'un arrondissement de la Vienne arrive chez une femme soupçonnée d'infanticide, accompagnée d'un greffier et d'un médecin. Malheureusement, avant leur arrivée, le procureur de la République a fait transporter le corps de l'enfant au parquet. Il est donc finalement plus de 23 heures quand le médecin est mis en présence du corps. Et il déclare alors, je le cite, que l'autopsie est impossible à pareille heure.
et donc il la reporte au lendemain. Un autre est requis par un juge de paix d'un canton des Deux-Sèvres en mai 1878, et il indique qu'il refuse de procéder seul à l'examen. Par télégramme, le juge de paix demande donc au procureur de requérir un deuxième expert. Des conditions météorologiques peuvent également empêcher les médecins de répondre à l'appel de la justice. À la mi-décembre 1812, le maire d'une commune du nord des Deux-Sèvres a sollicité plusieurs praticiens des environs pour venir examiner le corps d'un nouveau-né découvert dans un cellier. Mais aucun n'a voulu se rendre sur place à cause, je cite, de difficultés des chemins. Si les praticiens de la médecine légale soulignent que apporter son concours à la justice est une obligation morale pour les hommes de l'art, ils affirment également que dans certaines circonstances, le médecin doit refuser cette réquisition, et cela en vertu d'un deuxième précepte déontologique, la prudence. Le médecin sollicité par les autorités doit avoir l'honnêteté de reconnaître ses lacunes, de demander par exemple l'adjonction d'un deuxième expert, voire de refuser son concours, tout simplement par manque de compétences. En mai 1822, le juge de paix d'un canton de la Vienne ne parvient pas à convaincre un officier de santé de procéder à l'examen du cadavre d'un nouveau-né retrouvé enterré dans une grange. L'homme de l'art refuse catégoriquement d'opérer seul. L'état avancé de la putréfaction rend l'examen plus compliqué et surtout il a une certaine méfiance envers, je cite, ses propres connaissances dans un cas aussi grave. Et cela le pousse donc à demeurer ferme sur ses positions de refus. Outre avoir conscience de ses propres lacunes, les médecins doivent également connaître les limites de la science elle-même. En juin 1867, les médecins experts demeurent quelque peu circonspects lors d'une confirmation d'hypothèse de suicide. S'ils estiment, je cite, probable que la femme se soit elle-même pendue à la rampe d'escalier, ils signalent que la blessure de la tête et les traces de sang, je cite, laissent planer sur le fait des doutes difficiles à éclairer. Le médecin expert a donc le devoir de faire part de ses doutes et de faire preuve d'une extrême prudence, notamment dans ses conclusions, dans le rapport, quitte à laisser la justice face à des incertitudes. Mais les magistrats qui font appel à des professionnels de santé, eux, ils veulent des réponses. Des éléments qui viennent confirmer ou à la limite infirmer leur première constatation. Le médecin qui demeure vague et dubitatif a de fortes probabilités d'être convoqué dans le cabinet du juge d'instruction pour expliquer son rapport, voire d'être sommé de donner un avis plus tranché sur l'examen qu'il a mené. En juin 1892, un juge d'instruction des Deux-Sèvres convoque le docteur Gau dans son bureau, après l'autopsie d'un homme dont le corps porte plusieurs blessures. Le magistrat pose de nombreuses questions au médecin, et notamment, il l'interroge sur la cause des fractures des côtes. En effet, il soupçonne le gendre de la victime d'avoir frappé celui-ci à plusieurs reprises. Le médecin ayant également examiné le prévenu, le magistrat lui demande si ce dernier est, je cite, plus vigoureux et plus agile que son beau-père. Ce à quoi l'homme de l'art répond qu'il est, je cite, difficile de comparer un cadavre et un âme vivant. Même face à l'insistance des autorités judiciaires, l'expert doit donc camper sur ses positions indécises. Selon la formule de Paul Hervé en 1904, la préoccupation première du médecin expert est de chercher la vérité toute nue, ajoutant qu'il n'a pas à s'inquiéter de savoir si les conclusions de ses travaux, ses expériences et sa dissection seront favorables ou nuisibles à l'accusé. Il s'agit là du troisième des préceptes déontologiques développés par la littérature médico-légale. L'impartialité, la neutralité dont le médecin doit faire preuve au cours de son expertise. Comme indiqué précédemment, les médecins experts sont des auxiliaires de justice. Ils contribuent à son fonctionnement, mais ils n'appartiennent pas à l'administration judiciaire. Mais la question qui occupe nombre de théoriciens de médecine légale de l'époque est de savoir si le médecin est au service ou aux ordres de l'institution judiciaire. Souvent admiratifs du fonctionnement des expertises médico-légales outre-Rhin, les auteurs n'envient pas leurs homologues allemands sur un des aspects. Leur organisation, je cite, a l'inconvénient de faire sortir quelquefois l'expert de son rôle exclusif de médecin. Ambroise Tardieu, qui est une figure de proue de la médecine légale parisienne du milieu du XIXe siècle, réclame, lui, une plus grande impartialité des médecins qui sont requis comme experts. Selon lui, l'expert idéal, je cite, s'efforce de rester scrupuleusement dans son rôle qui lui est tracé. Il ne sait pas,
Il ne veut pas savoir quelle cause de l'accusation de la défense il favorise en donnant tout à la vérité. Pourtant, Tardieu lui-même sera critiqué quelques décennies plus tard sur la manière dont il collaborait avec la justice. Léon Thoineau, qui est lui-même professeur de médecine légale à Paris au début du XXe siècle, indique que Tardieu regardait l'expert comme un véritable auxiliaire de la justice, appelé à concourir avec elle à la découverte du criminel, à entrer dans ses vues et à la seconder de tout son pouvoir. Et à l'inverse, Thoineau loue les préceptes défendus par le successeur de Tardieu, Paul Boardel. Il dit « Les magistrats ne trouvaient plus en Boardel, comme ils avaient trouvé en Tardieu, un auxiliaire empressé, animé d'un vif désir de concourir avec eux à la découverte et à la punition du crime. Ils ne trouvaient plus qu'un médecin, formulant simplement de ses conclusions médicales qu'il y avait à tirer du cas qui lui était soumis. Les médecins experts doivent d'autant plus être vigilants, à se montrer impartiaux, qu'ils sont bien souvent considérés comme des experts de l'accusation. La raison de cette réputation est assez simple. Le médecin qui effectue une expertise sur réquisition de l'institution judiciaire ne déposera au procès uniquement dans la mesure où ses constatations vont servir l'accusation. À l'inverse, son rôle déterminant dans l'instruction qui aurait permis d'éviter à un innocent de se retrouver sur le banc des accusés échappe généralement à l'opinion publique, puisque l'instruction se terminant par un non-lieu, l'affaire, comme le dit Boardel, n'a aucun retentissement. L'accusation de partialité des médecins experts explique également les objections qui sont élevées contre l'instauration d'une expertise contradictoire qui est présentée en 1899 dans un projet de réforme des expertises. Ce principe est relativement simple sur le papier. Le magistrat instructeur et le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, désignent chacun un médecin pour effectuer l'expertise. Mais les opposants à cette expertise contradictoire mettent en garde contre le fait qu'une telle situation pourrait inciter le médecin à focaliser son attention sur les éléments scientifiques favorables à celui qui l'a désigné et qui donc va le payer. Paul Hervé écrit, je cite, « Expert de la défense, expert de l'accusation. Une telle désignation contient implicitement pour celui-là l'invitation à chercher tout ce qui peut alléger les charges relevées contre l'inculpé, tandis que le second, au contraire, devra s'efforcer de corser, de nourrir, puisque c'est l'expression consacrée, le dossier accusateur. » Même dans l'éventualité où le médecin aurait eu la plume quelque peu partiale dans son rapport, on ne pourrait lui en tenir rigueur et le rendre responsable en cas d'erreur judiciaire. En effet, ainsi que le souligne Boardel, c'est le juge qui apprécie la valeur des conclusions, qui les accepte ou qui ne les accepte pas. De plus, il peut être difficile de prouver que le médecin a commis une erreur durant la réalisation de son examen, en dehors du cas où on pourrait établir qu'il a en fait une fausse déclaration. En 1816, 2 officiers de santé comparaissent devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Les 2 experts ont déclaré dans leur rapport avoir trouvé le cerveau engorgé. Mais un deuxième examen cadavérique a montré que le crâne n'avait même pas été ouvert et que les 2 praticiens avaient donc fait un faux témoignage. Et malgré cela, les 2 officiers de santé ont été acquittés. Démontrer que l'expert s'est fourvoyé dans la réalisation de son examen cadavérique est d'autant plus ardu que la procédure opératoire n'est pas réglementairement établie. Le médecin est libre d'effectuer l'autopsie selon les méthodes qu'il souhaite. Il apparaît même que l'autopsie médico-légale est toujours érigée en exception face aux mesures et aux restrictions opératoires mises en place au cours du XIXe siècle pour encadrer les activités post-mortem, et notamment par l'instauration de règles visant à insuffler une certaine moralité et une certaine décence dans le comportement des hommes de l'art. Les 2 principales activités post-mortem que les autorités tentent de réguler sont la dissection et l'autopsie à but scientifique, donc réalisées dans un cadre hospitalier ou privé. Face aux désagréments, voire aux risques sanitaires que représente la dissection, les autorités ont limité la pratique dans le temps. Les dissections sont permises pendant les saisons les plus froides, c'est-à-dire d'octobre à novembre à mars-avril. En outre, l'ordonnance de 1834 supprime les amphithéâtres particuliers de dissection et interdit également que les médecins s'y adonnent dans des établissements hospitaliers. Seules les facultés et les écoles de médecine peuvent donc être le théâtre d'une dissection. Limitée temporellement et géographiquement, la pratique de la dissection l'est aussi corporellement. En effet, seuls les corps des personnes décédées dans les hôpitaux et qui ne sont pas réclamés par les familles
peuvent être livrés aux mains et au scalpel un peu malhabiles et inexpérimentés des étudiants en médecine. Accueillis généralement en tant qu'indigents dans ces établissements, les individus remboursent en quelque sorte les soins qu'ils ont reçus gracieusement en permettant l'instruction des futurs médecins. Le seul moyen par lequel l'entourage du défunt pourrait empêcher que le corps soit livré aux tables de dissection serait en fait de les réclamer pour ensuite payer les funérailles. Les médecins qui souhaitent ouvrir des cadavres en ville, c'est-à-dire dans l'environnement feutré de leur cabinet ou au domicile même du défunt, doivent y être autorisés en premier lieu par la famille, mais également par les autorités dans certaines communes. À Paris, l'ordonnance du 6 septembre 1839 stipule, je cite, qu'il est défendu de procéder au moulage, à l'autopsie, à l'abonnement ou à la momification des cadavres avant qu'il ne se soit écoulé un délai de 24 heures depuis la déclaration du décès à la mairie et sans qu'il ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police ou au maire. À l'hôpital, si on en croit Gabriel Tourdre, l'autopsie est de droit. Mais dans les faits, les choses sont un peu plus complexes et nombre des dépouilles ont en fait échappé au scalpel des médecins. Selon l'arrêté du Conseil général des hospices de Paris en avril 1842, l'opposition doit être dûment formulée et consignée. Mais bien souvent, cette soustraction des corps a lieu avec l'aval, voire la complicité des religieuses en charge des soins des malades et des infirmes dans ces établissements. Celles-ci n'empêchent généralement pas la famille de procéder à l'inhumation, voire elles font elles-mêmes enterrer les corps avant même l'arrivée des médecins. En mai 1845, un homme tombe d'un échafaudage à Poitiers et se fracture la cuisse. Transporté à l'Hôtel-Dieu, il va succomber quelques jours plus tard. Le professeur de clinique chirurgicale souhaite faire l'autopsie du corps devant ses élèves, mais quand il arrive le lendemain matin, la dépouille a déjà été portée en terre par la famille et les amis. Quant à l'autopsie médico-légale, pas besoin en soi d'autorisation puisqu'elle est ordonnée par les autorités judiciaires. Et par conséquent, il est impossible pour quiconque de s'y opposer. En mai 1823, un sous-préfet des Deux-Sèvres va solliciter son préfet quant aux prérogatives du procureur en matière d'examen cadavérique. En effet, suite à une mort accidentelle, la mort accidentelle d'un enfant par noyade, le procureur a fait procéder à l'autopsie. Et n'ayant pas été prévenu de la réalisation de cet examen, le père de l'enfant porte plainte contre le procureur. La réponse du préfet est alors sans appel, le procureur s'est conformé à la législation en vigueur, la plainte est irrecevable. Soumise à autorisation, les activités cadavériques sont aussi soumises à restriction opératoire. Du fait même de son objectif, qui est donc de découvrir en détail, en profondeur, l'organisation et le fonctionnement du corps, la dissection ne peut pas être limitée dans son exécution. On sait qu'elle mène obligatoirement à la destruction minutieuse et irréversible du corps. En revanche, la pratique de l'autopsie scientifique peut, elle, être contenue. Les textes réglementaires peuvent, par exemple, limiter l'exploration des organes. L'arrêté du Conseil général des hospices, donc de 1842, institue que, je cite, « on se bordera autant que possible à l'exploration des organes dont l'étude est indispensable ». La restriction opératoire au seul organe que le médecin suppose responsable de la maladie est assez pertinent en soi, puisque le médecin l'a soigné, il a constaté des symptômes, il a élaboré un diagnostic. Donc il sait à peu près dans quelle région il peut trouver l'explication du décès. Cependant, la focalisation sur un seul organe à l'exclusion de tous les autres est vivement critiquée par certains auteurs. L'un d'eux, en 1867, déplore qu'en délaissant l'examen des autres organes, le médecin, je cite, perd ainsi l'occasion de constater des altérations extrêmement intéressantes, se rattachant ou non à celles qui ont provoqué la mort. L'exploration corporelle doit être limitée en raison de la présentation également à la famille à l'issue de l'autopsie. Pour préserver une famille endeuillée, les médecins doivent s'efforcer de préserver un maximum la dépouille. Dans leur manuel de technique des autopsies, Bourneville et Bricon indiquent que le médecin, je cite, doit s'attacher à ne laisser aucune trace visible de l'opération. Pour ce faire, ils ne doivent pas multiplier outre mesure les incisions et surtout, ils ne doivent absolument éviter de porter le scalpel sur deux zones spécifiques, les mains et le visage. Siège de l'identité par excellence, ce sont aussi les parties du corps qui vont rester à découvert et qui donc vont rester visibles de tout le monde.
Encadrant le visage, le cou et le crâne sont également des régions à préserver. Dans l'éventualité où l'exploration serait nécessaire, les médecins doivent faire des incisions qui seraient facilement dissimulables. Par exemple, ne pas couper les cheveux permet de camoufler l'incision une fois que la boîte crânienne est refermée. Quant au visage, il constitue la région à préserver par excellence. Émile Goubert indique dans son manuel que dans aucun cas le visage ne peut être mutilé. A contrario, les médecins requis pour réaliser une autopsie médico-légale demeurent les maîtres absolus de leur technique opératoire. Les seuls préceptes de la science s'imposent à lui, comme l'indique Gabriel Tourde. Je cite, « Le médecin désigné et assermenté agit comme il le croit convenable, en se conformant aux préceptes de la science. » Au grand dam de certains, comme Alexandre Lacassagne, qui est donc un célèbre médecin légiste lyonnais de la fin du XIXe siècle, qui déplore que le médecin expert procède à l'examen ou fait une autopsie comme il l'entend. L'ordre, la méthode si indispensable en ces sortes d'opérations ne sont pas imposées. En outre, aucune restriction opératoire ne vient limiter l'autopsie médico-légale. Le visage peut être l'objet d'incisions, de dénudation et d'actes extrêmement mutilants dans la mesure où la dissection des blessures que porterait la victime dans cette région serait nécessaire. En 1833, deux médecins de Poitiers procèdent à l'examen en profondeur des lacérations qu'un homme a reçues sur le côté gauche du visage. Une des blessures est une grande balafre qui court de l'os de la pommette au maxillaire inférieur. Afin d'observer les dégâts qui ont été provoqués par cette plaie, les deux experts ont, je cite, « détaché les parties molles supérieurement et inférieurement jusqu'à la clavicule ». Et même dans l'éventualité où la tête ne présente pas de blessure devant être explorée, l'examen médico-légal peut s'avérer mutilant en raison même de la technique qui va être employée. Plusieurs auteurs recommandent donc de raser les cheveux pour constater aisément une éventuelle blessure sur le crâne. Ensuite, le médecin peut pratiquer une incision qui peut être circulaire, donc qui commence au-dessus des sourcils, se prolonge sur le côté de la tête et s'achève au niveau de la protubérance occipitale. Ou alors il peut faire une incision cruciale en faisant une première incision qui va de la racine du nez à l'arrière de la tête et une autre qui va d'une oreille à l'autre. Que l'on use d'un ou de l'autre des procédés, le médecin en fait imprime de manière visible et indélébile le visage du défunt. D'autant plus que l'absence de cheveux ne permettra pas de cacher ces incisions. Certains médecins emploient aussi des manœuvres qui altèrent inéluctablement la face. En juillet 1843, un médecin de New York autopsie le cadavre d'un nouveau-né. Pour examiner la cavité buccale, l'homme de l'art effectue une incision qui part de chaque commissure des lèvres et qui rejoint l'articulation de la mâchoire. Autrement dit, il fend les joues dans toute leur étendue et il défigure le nouveau-né. Au sein du corps médico-légal, des voix s'élèvent contre ces types de méthodes. Chaussier, dont je vous ai parlé en début, dès les années 1820, estime qu'il est impossible d'imaginer que ce qu'il nomme les recherches d'un homme sage et sensible puissent laisser le cadavre aussi déformé, altéré, ensanglanté dans toutes ses parties. Il considère que la section des joues qui est décrite, donc, est une manière longue et grossière, qui a pour l'inconvénient d'altérer les rapports entre les différents organes, en plus d'être mutilante. Donc il préconise un autre procédé qui consiste à réaliser une première incision verticale, donc qui part de la lèvre inférieure jusqu'au sternum, et une seconde en suivant le maxillaire inférieur. Outre le nombre et l'emplacement des incisions, la réglementation ad hoc limite également le prélèvement des organes et des tissus. En matière de dissection, il est généralement prohibé d'emporter hors des amphithéâtres d'anatomie des cadavres ou des portions de cadavres. Mais il n'est pas défendu d'effectuer un prélèvement qui demeurerait dans l'enceinte de la faculté, notamment en vue de créer une collection à visée pédagogique. Dans les hôpitaux, les extractions, elles, sont extrêmement surveillées. Au cours du XIXe siècle, plusieurs textes réitèrent l'obligation pour le médecin souhaitant effectuer un prélèvement d'obtenir au préalable l'autorisation de l'administration hospitalière. En février 1901, un scandale secoue le milieu hospitalier parisien. Georges-Gilles de la Tourette, qui est un collaborateur de Charcot, effectue à la demande de la veuve l'autopsie d'un homme qui, suite à un accident de circulation, a développé une hystérie qui a entraîné une anorexie.
Souhaitant étudier les effets de la dénutrition sur le cerveau, Gilles de la Tourette fait prélever ce cerveau avec l'aval de la veuve, mais pas celui de l'administration. L'affaire prend une tournure scandaleuse à partir du moment où la veuve porte plainte contre l'auteur de l'accident et qu'un deuxième examen est réalisé, cette fois-ci sur demande de justice. Le médecin expert requis signale dans son rapport donc l'absence du cerveau, qui a été remplacé par un journal. En revanche, il ne constate pas, comme l'a dénoncé la presse de l'époque, la présence d'organes en double ou de bouts de cigarette. L'enjeu judiciaire permet à l'autopsie médico-légale de faire encore exception à toutes ces règles. L'article 7 donc, de l'arrêté du Conseil général des hospices de 1842, toujours lui, le spécifie clairement. Le médecin qui effectue un examen cadavérique sur demande de justice peut prélever tous les organes qu'il estime nécessaires dans ses investigations ultérieures, et notamment pour des analyses toxicologiques. En 1872, le médecin d'une petite ville des Deux-Sèvres doit examiner le corps d'une fillette de 26 mois, supposée décédée suite à des mauvais traitements. Des soupçons d'empoisonnement sont formulés par des témoignages, et bien que lui-même ait la conviction qu'il ne s'agit pas d'un empoisonnement, le médecin indique dans son rapport qu'il a cru bon, je cite, de faire remettre au parquet les organes contenus dans le ventre pour analyse. Le prélèvement peut également être effectué à la requête des autorités judiciaires elles-mêmes. En 1866, le corps d'une jeune fille est découvert dans les bois. La victime a été violée avant d'être tuée. Le juge d'instruction a eu connaissance d'expériences menées aux États-Unis sur les yeux. Les savants américains affirment qu'il est possible de faire apparaître la photographie de la dernière image imprimée sur la rétine juste avant le décès. Le juge, plein d'espoir, demande alors au médecin requis pour l'autopsie de prélever les yeux. L'homme de l'art s'exécute, il décline la mission expérimentale, parce qu'il se sent incompétent, et il suggère d'envoyer les globules verts à Paris. Tardieu est alors requis pour procéder à l'expertise, mais celui-ci retourne la boîte contenant les yeux, sans même en avoir rompu les scellés, indiquant dans la lettre qu'une telle expérience est impossible. La dernière étape que les autorités tentent d'encadrer est le corps post-examen cadavérique. Une des raisons qui pousse les autorités à interdire les amphithéâtres de particuliers dissection est en fait la manière dont les débris cadavériques en étaient évacués, parfois juste abandonnés en pleine rue. Tous les textes qui réglementent la pratique de la dissection n'ont de cesse de rappeler qu'en échange de l'envoi des corps non réclamés des indigents, donc hospitalisés, dans les écoles de médecine, celles-ci doivent absolument veiller à faire transporter de façon décente et à l'abri des regards les restes corporels pour procéder à leur inhumation en bonne et due forme. Le règlement des hospices de Poitiers de 1834 le stipule par exemple. À l'article 162, il est indiqué qu'un cercueil commun est établi aux frais de l'école de médecine pour transporter les cadavres de l'amphithéâtre au cimetière. Et l'article 166 ajoute que les restes de corps sont soigneusement recueillis dans leur suaire et transportés au cimetière avec précaution avant qu'ils soient tout à fait corrompus. Les insultes qui ont été proférées contre Gilles de la Tourette et les garçons d'amphithéâtre en 1901 ont pour origine le traitement que le corps aurait subi après l'ouverture. En laissant de côté donc les éléments un peu délirants, c'est-à-dire la présence de sang, de bouts de cigarette, l'autre accusation qui est proférée est en fait la présence d'organes en double et leur inversion avec ceux d'autres dépouilles. La reconstitution du corps est indispensable dès lors que celui-ci est rendu à la famille après l'autopsie. Le manuel technique d'autopsie de Roussy et Hameuil le préconise, indiquant que la reconstitution est la toilette du cadavre. Les organes doivent être replacés, pêle-mêle dans les cavités, les incisions sont refermées, le corps est lavé et habillé. Dans la pratique médico-légale, la préservation des sensibilités familiales est en fait presque secondaire. Les recommandations relatives au traitement post-opératoire du corps se fondent pas sur la présentation de la dépouille à la famille. En effet, même si le corps peut être restitué à l'entourage pour une inhumation, cette dépouille demeure la propriété de la justice, qui peut à tout moment décider d'en disposer à nouveau. Par conséquent, après l'autopsie, le corps est placé dans un linceul sur lequel les scellés sont apposés. La famille n'a donc pas vraiment l'occasion de poser les yeux dessus. Pourtant, la littérature spécialisée recommande également de remettre les organes en place et de suturer les incisions dans les cas d'expertise. Mais cette reconstitution corporelle est motivée par des préoccupations d'ordre scientifique
et judiciaire. Tourne le justifie ainsi. L'autopsie terminée, les organes sont remis en place, les cavités sont refermées, la peau est recousue. Une nouvelle expertise peut être possible. Mais il apparaît que ces recommandations ne sont pas toujours suivies par les médecins experts sur le terrain. En 1843, un médecin de New York est appelé pour procéder à un nouvel examen, au nouvel examen d'un nouveau-né. Sa description suggère que les organes, comme le cerveau et les poumons, ont bien été remis en place à l'issue du premier examen. En revanche, le médecin constate que les diverses incisions n'ont pas été refermées. Il précise même, je cite, qu'il a cousu les parois de l'abdomen, du thorax et du cuir chevelu, puis qu'il a lavé le corps avant lui-même de procéder à ses propres constatations. Donc en définitive, il apparaît que si les règles de conduite morale et déontologique se développent au cours du XIXe siècle, dans la pratique de l'autopsie médico-légale, elles concernent surtout les hommes et moins l'opération elle-même. Les recommandations établies visent à faire adopter par les médecins experts une attitude honorable et morale, plus vis-à-vis de l'institution judiciaire et éventuellement de la société dans son ensemble que vis-à-vis du cadavre et de l'entourage du défunt. Face à ce constat, on pourrait s'interroger sur la manière dont les intéressés perçoivent l'acte auquel ils sont confrontés et à leur corps défendant, si je puis dire. Je vous ai expliqué qu'il était impossible de s'opposer à l'autopsie médico-légale. C'est vrai, mais il est quand même permis de manifester un certain mécontentement. Or, ce type de manifestation est extrêmement rare dans les dossiers que j'ai pu consulter. Sur l'ensemble des affaires criminelles, je peux dire qu'elles se comptent sur les doigts d'une main. Et en plus, elles émanent souvent de ceux qui sont responsables du crime. C'est une mère qui a tué son enfant, qui avoue, et qui dit qu'il n'est pas la peine de faire d'autopsie. Peut-être par peur que le médecin découvre qu'elle a fait preuve de plus de cruauté que ce qu'elle avoue. Ou c'est également cette femme et ce père qui se montrent assez peu enthousiastes quand ils apprennent qu'une autopsie, l'autopsie d'un homme va être réalisée parce qu'en fait ils l'ont empoisonné. Plutôt réticents à voir leur corps ou ceux de leurs proches livrés au scalpel universitaire ou hospitalier, les individus le sont en fait bien moins quand ils savent que cet examen cadavérique peut permettre de confondre le meurtrier et d'obtenir justice. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a du temps pour des questions si vous en avez. Et si on n'a pas immédiatement, je vais quand même pouvoir poser les miennes. Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi est-ce que l'autopsie médico-légale était considérée comme un travail secondaire, mauvais, néfaste pour les médecins? Est-ce que ça a à voir avec le fait que c'est au contact de la mort et plus au contact de la vie? Ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'était moins bien rémunéré ou des choses comme ça? Un peu tout ça, je dirais. Effectivement, le fait, en fait, il y a une sorte de confusion, si je puis dire. Tous les médecins qui seraient en contact avec des cadavres vont avoir une mauvaise réputation, que ce soit les médecins vérificateurs des décès, les médecins, les professeurs d'anatomie, toute cette population, et qui peut même être élargie aux fossoyeurs, enfin toutes les populations qui travaillent en contact avec les défunts, les cadavres, ont un peu, malheureusement, cette mauvaise image. À cela s'ajoute, je dirais, pour les médecins experts, que, comme je le disais, ils sont presque des suppôts de la justice. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour la justice, donc ils vont, parfois pour l'opinion publique, être des dénonciateurs de crimes, ce qui peut effectivement arriver, hein. Parfois c'est le médecin même qui déclenche l'enquête. Donc ils ont aussi cet élément-là qui est à prendre en considération. Et par rapport aux honoraires, alors là c'est du point de vue des médecins que l'expertise est mal vue, je dirais, puisqu'effectivement ils sont peu rémunérés. Très peu rémunérés, donc
Les honoraires sont fixés en 1811 par décret, et donc, comme je disais, ne sont réévalués qu'en 1893. Entre-temps, c'est les mêmes honoraires pour les mêmes examens, avec une augmentation de la complexité, je dirais, de l'examen, qui va prendre plus de temps qu'avant. Et donc, ils vont, eux, y perdre du temps, de l'argent, leur clientèle, puisque, effectivement, ils ne seront pas présents pour soigner leur propre clientèle. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me posais la question des blogs. C'est-à-dire, est-ce que vous avez parlé, par exemple, de Poitiers, de Lyon, etc. Bon, je sais qu'il y a également de la vie au siècle, mais est-ce qu'il y avait d'autres institutions ou lieux qu'on appelait des morgues, et si oui, à quoi ça correspondait? Alors, il se trouve que moi, j'ai travaillé effectivement sur les deux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, notamment parce qu'elles sont loin de toutes ces institutions-là, comme la Morgue de Paris, ou la Morgue de Lyon, ou la Morgue de Marseille. Ce qui me permettait d'avoir une vision plus ordinaire, si je puis dire, de la pratique des autopsies. Par contre, ce qu'on trouve dans les hôpitaux, et qui est souvent mis à contribution par les médecins, mais c'est tout simplement soit des salles d'autopsie, soit des amphithéâtres de dissection, et là, ils vont y recourir. Mais ils vont y recourir si le décès a lieu pas trop loin, c'est-à-dire si le décès a lieu à Poitiers, ils iront éventuellement à l'école de médecine de Poitiers pour faire l'examen. Sinon, s'ils sont trop loin, ils le feront sur place. Et ils ne prendront pas la peine de déplacer le corps exprès. Mais c'est une frappe. Je m'interrogeais sur la concomitance au début du XIXe siècle, entre cette pratique qui a l'air plutôt pas marginale et pas très bien vue des médecins de la médecine, et puis l'essor extraordinaire de la médecine anatomique clinique qui est en même temps, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, peut-être plus à Paris ou dans les facultés, l'usage justement du cadavre, la dissection scientifique, etc., qui explose à ce moment-là. Donc comment un peu associer ou pas les associer? Alors la pratique explose, mais c'est pas pour ça qu'elle est bien vue, je dirais. Parce que effectivement, il y a quand même beaucoup. Alors moi, c'est justement ce qui m'intéressait, c'était de mettre en perspective ces deux pratiques, puisque l'une est presque acceptée et la médecine légale, je vous dis, ne suscite que peu d'opposition de la part du grand public, alors que tout ce qui a trait à la dissection et à l'anatomie pathologique entraîne énormément d'opposition, notamment par les religieuses des hôpitaux, qui vont tout faire pour éviter que leurs patients partent dans les écoles de médecine, qui vont, par un certain nombre de biais, essayer de soustraire ces corps. Donc, il y a un développement effectivement de la pratique, il y a des grands noms qui apparaissent, mais c'est pas pour ça que la population l'accepte et est prête à participer. Je peux parler sans micro. C'est pour nous. Est-ce que vous avez des données sur la manière de restituer un discours issu d'un examen en justice, d'avoir la manière dont les personnes qui font les autopsies vont travailler la production d'un discours impactant, pertinent à des gens qui ne sont pas formés en fait, sur l'anatomie, sur... Au moment du procès, vous voulez au dire? moment du procès, oui. Alors, malheureusement, je n'ai pas étudié cette seconde phase, effectivement, qui serait au moment du procès. Par contre, on voit, ne serait-ce qu'à travers les rapports, déjà, qu'il y a des consignes qui sont données pour éviter d'être un peu trop technique, ou voilà, puisque le rapport déjà lui-même est à destination des juges d'instruction qui donc vont devoir en tirer quelque chose. Et c'est aussi pour ça souvent que les juges vont rappeler les médecins dans leur cabinet pour avoir des explications, tout simplement, parce qu'ils ne comprennent pas.
même si certains sont a priori, comme le montre l'exemple du prélèvement des yeux, très au fait des nouvelles techniques, de la science. La plupart, ils y connaissent pas grand-chose. Mais il y a quand même pour les juges, pour tous les officiers judiciaires, des traités qui sont également mis en place à leur destination pour leur expliquer ce que c'est une expertise, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en tirer, comment ils doivent la faire, comment ils doivent la cadrer. Donc il y a aussi à leur destination un certain nombre de choses qui leur sont expliquées pour que les deux côtés s'entendent à peu près, quoi. Bon, mais Mais vous parlez que de la médecine légale au 19e, 1840 et tout ça. Vous parlez pas de la médecine légale actuelle. Non. on y vient. Sinon, j'aurais empiété sur monsieur. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Je laisse maintenant la parole à Jean-François Michard pour la deuxième partie de cette séance. Alors tout d'abord, merci à vous, Monsieur Michalon, de m'avoir invité, puis merci à l'Espace Éthique de me recevoir aujourd'hui. Alors il y a quelques jours, j'étais en train de scroller sur LinkedIn et je vois un post de Monsieur Michalon sur les 3 questions à poser sur aujourd'hui. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais les recopier, je vais essayer d'y répondre. Alors il y a... Comment justifier aujourd'hui l'ouverture des corps à des fins d'enquête alors que des techniques alternatives émergent? Alors, pour moi, la cause de décès, la plupart du temps, on y reviendra, c'est la connaissance, c'est le travail d'audition, c'est les documents médicaux qui ont une grande partie. Donc, c'est vrai que le mot technique, voilà, m'a fait réagir. La deuxième question, c'était comment les médecins légistes travaillent-ils avec les institutions judiciaires? Et puis la dernière, c'est que faire des attachements intime et symbolique qui subsiste autour du corps défunt. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question, mais je vais quand même tenter d'y répondre. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Et puis enfin, dans ce poste, il y a le mot dièse respect des morts qui m'a vraiment interpellé. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu comment se déroule l'autopsie avec le respect des morts. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de faire court. Je raconte ce qui m'a posé problème, ce qui peut poser problème dans l'autopsie, ce qui m'a semblé intéressant et les problèmes que j'ai rencontrés. Voilà mes réflexions à ce sujet. Alors, ma collègue a très bien balayé le sujet de ce que fait un médecin légiste. Je pense que on pourra en discuter. Moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que ce qu'elle raconte du 19e siècle, parce que quand on voit que le défenseur des droits, en 2014, demandait à ce que les autopsies médico-légales, comment dire, que ce soit noté dans la loi qu'il y ait une restitution tissulaire, ce qui, à ma connaissance, n'est toujours pas. Donc, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir et comment ça renvoie quand même comment dire, tous les enjeux que vous décrivez, ils sont quand même encore actuels. Hein. Voilà, donc, le médecin légiste, il est là pour répondre à toutes les questions que se pose la justice. Voilà, c'est extrêmement vaste, donc ça peut être des expertises des vivants, des morts, toute question de toxicologie sur des ossements ou des organes. Est-ce qu'ils sont humains, non humains? Est-ce que les ossements sont anciens ou pas? Comment est-ce qu'il est possible de mettre en évidence certaines preuves? Comment? Voilà, des questions de procédure. Donc c'est extrêmement vaste et des fois c'est un peu de traduction des rapports d'expertise qu'ils ont reçus. Alors, je vais vous raconter comment se... Alors, la médecine légale, elle est, pour planter un petit peu le décor, il y a 4 piliers qui sont fondamentaux. Donc, pour moi, la dimension la plus importante de l'expertise médico-légale, c'est... alors, on peut dire l'anamnèse, c'est les constatations de l'officier de police judiciaire, toutes les auditions qu'il a faites, et puis c'est les documents médicaux. Ça, c'est vraiment... très important parce qu'il y a plein de diagnostics qui sont au-delà de l'horizon de l'autopsie. Et quand vous avez une personne qui est hospitalisée très régulièrement à l'hôpital et qu'on rattrape par les cheveux, qui finit par décéder,
eh ben souvent c'était la même cause. Voilà. Des choses que nous, on ne voit pas forcément à l'autopsie. On ne voit pas un trouble du rythme cardiaque, on ne voit pas une épilepsie à l'œil nu. Ensuite, il y a l'autopsie. Donc l'autopsie, ça consiste en examen externe de l'ensemble du revêtement cutané. Ça veut dire qu'on va regarder dans les plis du cou, sous les aisselles, au niveau des oreilles, partout. Voilà. C'est notre plus-value de regarder vraiment très attentivement la peau. Ensuite, on pratique généralement 2 ouvertures. Une qui est au niveau du cuir chevelu. C'est des hommes qui sont chauves, on la fait plus en arrière. Et ensuite, on en fait une au niveau du tronc. Voilà. Et quand on fait une incision au niveau du tronc et du cuir chevelu, on peut même disséquer l'ensemble du visage sans faire d'incision supplémentaire. Voilà. Donc c'est vrai que toutes les techniques de défiguration n'ont pas le d'être. Et l'autopsie médico-légale doit être complète. Voilà. Donc on sort le cerveau et on sort les organes qui sont au niveau du tronc, et puis après on remet tout en place et on recoue. Donc le 3e pilier de la médecine légale, c'est la toxicologie. Donc on aura prélevé les différentes humeurs, sang cardiaque, sang fémoral, l'humeur des yeux, la bile, l'urine, ainsi de suite. Et après on prend des petits bouts d'organes qu'on analysera au microscope et qu'on coupe, alors ça fait 0,3 mm, enfin c'est très très fin. C'est comme, vous savez, quand on prend un oignon, c'est très fin, voilà, c'est de cet ordre-là. Voilà, donc ça c'est les 4 piliers. Et puis ce greffe qui va être l'objet de notre propos, le scanner corps entier, donc l'imagerie, et aussi tout ce qui permet l'identification. Donc, le respect, je pense que c'est peut-être... Enfin, moi, je pense que c'est pas inutile de rappeler la définition du Larousse. Voilà, c'est un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Donc, pour le défunt, pendant l'autopsie, on a des égards. Il ne faut pas avoir de réflexion déplacée concernant le défunt. Moi, j'ai vu personne en avoir dans mon expérience. On rit beaucoup en salle d'autopsie parce qu'il faut dédramatiser, parce qu'il y a des comiques de situation, parce qu'on n'a pas dormi, parce qu'on a inversé des étiquettes, voilà, pour plein de raisons, mais on ne se moque jamais du défunt. On n'écoute pas de la musique, on fait ça dans une attitude de recueillement. J'ai l'habitude de dire, si vous voulez écouter de la musique, allez en boîte, voilà. Donc, on doit garder les tenues propres, elles ne doivent pas être souillées. On lave la salle d'autopsie, on enlève le sang, on utilise des instruments qu'on remet à leur place. Alors ça va peut-être vous paraître complètement peut-être accessoire, mais ça fait perdre un temps monumental, mais c'est vraiment essentiel. Voilà, on travaille proprement et on ne fait pas n'importe quoi en voulant aller le plus vite possible. Le corps, on le manipule avec soin, avec lenteur et avec douceur. Et quand on le manipule sur la table d'autopsie et dans les transferts. Donc même si le défunt fait 200 kg, eh bien on ne va pas le jeter sur le brancard, on va accompagner, on va se mettre jusqu'à 6 ou 7 personnes pour accompagner le geste. On recouvre les organes génitaux d'une serviette pour respecter l'intimité. Voilà, ce qu'on a dit, c'est que quand on recoue, ça doit rester inapparent une fois que le défunt est habillé. Donc on évite de faire une incision à la face antérieure du cou, que ce soit au niveau du visage et au niveau des mains. Et on rase les cheveux vraiment qu'en absolue nécessité. Ça m'est arrivé vraiment quelques fois dans toute ma carrière. Et il y avait vraiment une raison, on y avait vraiment réfléchi. Là. On avait soupesé les conséquences de ce geste. Ensuite, il y a la manière de prélever. Moi, je laisse toujours un petit morceau de cerveau, de cœur, de gonade, parce qu'on n'a pas envie que son défunt soit décérébré, enterré sans son cerveau, qu'il soit sans cœur.
ou qu'il soit non sexué. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est ces gestes qui peuvent paraître symboliques. Voilà. Le respect, ça s'exprime aussi dans les photographies. Donc les photographies, le défunt, le corps doit être droit, les photographies sont bien cadrées, il n'y a pas de sang, et les instruments, s'ils sont présents, sont là à visée pédagogique. Donc chaque fois on me dit docteur, les photos on les fait pour vous, mais en fait elles sont projetées sur grand écran aux assises et des fois la famille veut rester. Et le fait d'avoir une photo qui est vraiment négligée, ça ne montre pas de souci de l'autre, on doit montrer un souci de l'autre. Donc quand on n'a pas le temps de faire de belles photos, eh bien on en fait peut-être beaucoup moins et on choisit exactement celle qu'on veut faire. Voilà. Ou alors on demande plus de temps. Donc, après avoir parlé du respect, j'aimerais répondre à la question, alors, pourquoi est-ce qu'on ouvre les corps? Voilà, donc, on les ouvre pour identifier un défunt, puisque chaque défunt a droit à recouvrer son identité. Donc, ça permet, par exemple, d'extraire des prothèses avec des numéros de série. Ça permet d'identifier certaines particularités anatomiques. Voilà, donc on peut identifier un certain nombre de défunts sans autopsie, mais ça peut être une raison d'autopsie. Ensuite, on fait aussi pour identifier les causes de la mort. Alors là, j'ai les recommandations de 1999, alors je ne vais pas vous en faire la liste. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des recommandations. Par exemple, il y a des pays où on autopsie que les homicides avérés, où on a quelques dixièmes de pourcent d'autopsie par nombre de défunts. Et vous avez des endroits comme la Finlande où toute cause de décès doit être certifiée, prouvée, et où il y a quelques années, on avait encore 25% des personnes décédant, voilà, étant autopsiées par une autopsie médico-légale. Donc c'est pour vous montrer comment ces recommandations sont appliquées diversement. Donc, alors, il s'agit pour une autopsie en cas de mort violente. Donc la mort violente, c'est pas la mort naturelle, donc c'est homicide, suicide, accident. On le fait quand il y a la responsabilité d'un tiers qui peut être engagé, notamment les accidents du travail, responsabilité médicale. Donc on le fait, comme je l'ai dit, à visée d'identification. On le fait aussi dans le cadre de catastrophes naturelles, voilà, si c'est nécessaire. Mais pareil, sont une liste non limitative. On le fait aussi en cas de mort subite. Et quand les circonstances ne sont pas claires, voilà, qu'on n'a pas de cause de diagnostic de décès. Mais ça, vous regarderez que quand il y a un décès qui n'est pas à l'hôpital et que la mort n'est pas violente d'emblée, on ne sait pas toujours de quoi décède la personne sans qu'on fasse forcément une autopsie médico-légale. Alors, les techniques existent, donc il y a l'examen externe, on regarde tout le corps, et ensuite on fait un scanner corps entier. Donc si on prend l'Institut médico-légal, sur un peu plus de 3000 défunts, on fait plus de 1000 scanners corps entiers. Et on voit qu'on va passer... on va éviter quand même peu de diagnostics, il y a peu de choses qui échappent. Voilà. Alors, pourquoi autopsie-t-on le corps? Alors, je vais vous raconter mon premier cours de radiologie il y a 30 ans, où j'ai dû interpréter, donc j'ai dû faire un compte-rendu d'une radio d'un sac à main. Voilà. Et j'ai réussi à voir qu'il y avait une paire de lunettes et qu'il y avait un rouge à lèvres. Et quand on m'a demandé si c'était des lunettes de vue ou de soleil, et quand on m'a demandé la couleur du rouge à lèvres, ben, j'ai pas su répondre. Le professeur nous a dit, vous faites des clichés, vous allez voir une image de la réalité et ce n'est pas la réalité. Alors j'en prendrai un exemple. On avait un jeune homme de 27 ans qui était retrouvé décédé chez lui sans aucune lésion. On va voir que les familles réclament légitimement le corps. Donc on a fait un examen externe, on a fait un scanner qui ne retrouvait rien. On a fait une technique qui était, je
crois qu'en France, il n'y a que l'Institut médico-légal qui le fait. On injecte le corps, on fait un scanner injecté, ce qui est une prouesse. Il y a toute une machinerie, puisque normalement, une fois que les gens sont décédés, la circulation est arrêtée. Et là, on se demande s'il y a peut-être une hémophilie. Enfin, voilà, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait pas de ce jeune homme de 27 ans, donc on fait une autopsie. Et à l'autopsie, il nous apparaît évident qu'il est mort en fait d'une mort traumatique. Donc il a des infiltrations hémorragiques au niveau du tronc. Donc il y a eu une compression qu'on ne voyait pas au scanner. Donc vu le contexte, alors donc, le contexte, c'est que ce jeune homme a pu être, par exemple, percuté par un véhicule. Il se relève, il dit que ça va, il rentre chez lui, il saigne à bas bruit, il décède. Ou alors, comme il était venu travailler sur des chantiers de l'étranger, eh bien peut-être qu'il a été comprimé dans une machine, mais qu'on l'a ramené chez lui, voilà, qu'il a saigné à bas bruit. Voilà, donc on arrive, voilà, à voir des choses que le couplage examen et scanner ne peuvent pas remplacer. Ensuite, on fait en autopsie un vrai bilan toxicologique. Quand on prélève du sang cardiaque, on le fait à l'aveugle, donc on ne sait pas trop ce qu'on prélève. Donc ça veut dire que quand on pique au niveau des gros vaisseaux, on va mettre en évidence des médicaments, des substances. Donc on va montrer que la personne a été en contact avec ces substances. Mais on ne peut pas dire s'il y a eu empoisonnement. C'est extrêmement difficile. Tandis qu'il faut faire de multiples prélèvements toxicologiques pour démontrer quand il y a un surdosage. Sans l'autopsie virtuelle, hein, comme on appelle cette pratique du scanner, elle ne permet pas de prélever les petits bouts de tissu. Donc on ne pourra pas faire de recherche des génétiques, de caractériser une maladie cardiaque, par exemple. Ou par exemple dater certaines plaies. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, dans l'autopsie, on connaît déjà la cause de décès. Mais en fait, ce n'est pas ce qui préoccupe. Par exemple, quand vous prenez les attentats de novembre 2015, les gens qui ont été assassinés sur les terrasses ont eu examen externe et scanner, on savait de quoi ils étaient morts. Alors qu'ils ont été autopsiés au Bataclan. Et on savait de quoi aussi ils étaient morts. Mais on peut se demander si un tiers, qui n'était pas un terroriste, avait pu avoir une responsabilité, s'il y avait la responsabilité de l'État français. Donc, la question c'était aussi, est-ce que des policiers ont pu blesser lors d'une intervention où des centaines, enfin, où de très nombreuses personnes courent partout pour leur vie? Et il y avait eu aussi une des questions du retard de l'assaut. Voilà, moi j'avoue que c'est une question à laquelle j'ai du mal qu'on dise qu'il y a une responsabilité de l'État, parce que je pense que c'est quand même une situation exceptionnelle, d'une très grande difficulté, et c'est facile de reboucler après. Mais c'est une question qui avait été posée, et donc il fallait voir s'il y avait eu une perte de chance. Voilà, donc là, vous voyez que si on fait examen externe et scanner, on ne peut pas répondre à cette question. Ensuite, il y a, dans un jugement, au cours du procès, il y a tout un tas de nuances pour savoir, peut-être pour moduler la peine, pour voir l'imputabilité, le lien entre le traumatisme et le décès. Par exemple, une personne qui est percutée par une voiture et qui décède 15 jours après en hospitalisation, et qui meurt d'une complication de réanimation, est-ce qu'il y a un lien direct et certain avec l'accident? Voilà, donc tous ces liens. Quand il y a de multiples coups de couteau, combien de lésions létales? Est-ce que le retard des secours a empêché que la personne soit sauvée? Voilà. Alors, ça peut vous paraître des questions surprenante, mais quand il y a quelqu'un qui risque une réclusion criminelle durant 20 ans,
eh bien, il va utiliser les arguments à sa disposition, de dire les pompiers ont mis 45 minutes, voilà, moi je pensais que c'était superficiel, voilà, on essaie de se défendre, et si on n'a pas de bilan lésionnel précis, malgré la cause de décès, de très nombreuses questions vont surgir pendant l'instruction et au procès. Alors, j'ai une très belle expression d'un magistrat norvégien qui disait « Le procureur est un baromètre social ». Alors, je vous explique. La question que je vais vous poser, ou que je me suis posée, dont on pourra parler après, c'est par rapport à la famille, à la société, est-ce que cette autopsie a du sens? Quand on prend les autopsies médico-légales, la très grande majorité des morts sont naturelles. On peut dire qu'en fonction des instituts, les homicides sont entre 1 et 5%. Et la question est, quand on a examen externe et scanner, qu'on veut fermer des portes, éliminer l'intervention d'un tiers, et que la famille s'y oppose fermement, que fait-on? Donc, ce qui m'avait surpris dans le service en cas de décès du tribunal judiciaire de Paris, c'est qu'il y avait une greffière qui ne s'occupait à temps plein que des relations avec les familles. Donc ça a quand même une grande importance. Ce qui fait que le procureur, évidemment, s'il est persuadé que l'autopsie est indiquée et doit être faite, il va passer outre l'avis des familles. Mais s'il y a un autre moyen, il va le rechercher. Et c'est légitime. Alors ça, je parle de mon expérience, ça se passe peut-être autrement dans des parquets avec qui je n'ai pas travaillé. Et voilà, donc il y a une dimension aussi religieuse qu'on ne peut pas, et culturelle qu'on ne peut pas ignorer. Donc, je me suis posé la question aussi de ce qui heurte dans l'autopsie. Voilà, parce que moi, de mon point de vue, je trouve qu'on rend justice aux défunts et ça ne me gênerait pas, moi, d'être autopsié. Alors, par rapport à ça, récemment, il y avait une personne qui en avait fait visiter le service et un magistrat avait dit « De toute façon, ce que vous faites, c'est violent ». Voilà, comme quoi on faisait un acte extrêmement agressif. Alors nous, on était surpris parce qu'on trouvait... non, voilà. Et après, moi j'étais amené à travailler avec des policiers, des magistrats, et quand un de leurs proches venait à décéder, ils appelaient en disant « Ah non, mais là, je veux absolument pas qu'il soit autopsié, il faut pas qu'il passe par ça. » Et là, on se dit « Mais en fait... eux sont dans le métier et pensent que c'est une dégradation. Donc, les personnes qui sont en dehors du métier doivent d'autant plus mal le vivre. Alors, ce que j'ai observé et moi je comprends la mutilation, la destruction, comment ça peut vraiment toucher beaucoup les familles. Moi, je connais aussi ce qui est de ne pas connaître la cause de décès. Voilà, alors là, c'était quand j'étais en Suède, à Stockholm. Il y a eu une très grosse pression pour que le corps soit restitué très rapidement. On n'a pas eu le temps d'examiner le cerveau. Et la maman qui avait fait en sorte que le cerveau ne soit pas analysé m'a rappelé 6 mois après parce qu'elle ne comprenait pas qu'il y ait de cause de décès, alors qu'on pensait qu'il y avait une origine à ce niveau-là. Voilà, donc c'est très difficile. Et puis, surtout, l'absence de cause de décès, moi je l'ai vu faire des ravages, enfin, je dirais presque de génération en génération. Alors, quand j'étais à Stockholm, il y a le principe de transparence de 1786 qui fait que, globalement, si votre voisin demande votre rapport d'autopsie, il peut l'obtenir s'il dit qu'il vous connaissait bien et qu'il a besoin de savoir. Donc il y avait un accès qui est extrêmement facilité. Donc moi j'ai eu des demandes
comment dire, de rapports d'autopsie fin des années 50, années 70. Alors, avant d'envoyer le rapport, ben, je prenais mon téléphone, je dis voilà ce que vous allez recevoir et voilà ce que ça veut dire. Et puis ça permet aussi de savoir pourquoi la personne a demandé ce rapport. Alors, après je vais accélérer, je vois qu'il reste plus que 5 minutes. J'ai une femme qui avait près de 60 ans et qui était persuadée que son père, quand elle avait 15 ans, est mort d'une hémorragie digestive. Et dans le rapport, il n'y avait pas d'hémorragie digestive. Et elle a fondu en larmes et elle m'a expliqué qu'elle s'était refusée de vivre parce que son père était mort à cause d'elle, d'une hémorragie digestive. Et maintenant, tous ces choix qu'elle avait faits, ils n'existaient pas. Alors, moi, je vous avoue que je lui ai dit, mais quand bien même il serait mort d'hémorragie digestive, il avait 50 ans. Visiblement, lui, il ne ressentait pas le besoin d'aller à l'hôpital. Et vous, vous étiez qu'un enfant, vous n'aviez aucune responsabilité là-dedans. Voilà. Alors, on ne sait pas si, des fois, pour rassurer la famille ou pour accuser d'autres personnes, on transforme les causes de décès. Et puis, la plupart du temps, c'est le bouche à oreille. Le médecin explique tant bien que mal, l'OPJ comprend tant bien que mal, il explique à la famille et qui explique à d'autres personnes, et voilà comme quoi il y a de la déformation. Après, il y a des moyens, des fois, alors je ne sais pas si c'est en ces termes, je pense est-ce qu'on doit faire toute autopsie ordonnée? Alors moi, il m'est arrivé de refuser essentiellement pour des conflits d'intérêts. Voilà, on est trop en lien, la partialité peut être mise en cause. Voilà. Alors, je sais que lors d'une autopsie d'enfant, voilà, des fois les médecins interviennent dans un sens ou dans l'autre, les médecins soignants, et notamment quand la mort d'un jeune enfant de 3 mois sur la voie publique. Voilà, les pédiatres sont intervenus et on dit cet enfant avait une durée de vie extrêmement courte et une maladie très grave. Il est mort sur la voie publique parce que les parents voulaient lui faire prendre l'air. Voilà, donc on appelle le procureur et on dit voilà, il existe un certain nombre d'alternatives, on peut se procurer des documents, l'autopsie n'est pas forcément nécessaire. Après, les négociations, des fois, c'est dans l'autre sens. Voilà, il y avait un réanimateur qui m'appelle en disant on a mis un obstacle sur cette personne, il n'y avait strictement aucune raison de le faire. On doit faire des analyses cardiaques parce qu'il y a une maladie cardiaque héréditaire. Le corps est sous la main de justice, il n'y a pas d'autopsie demandée, mais demandez-en une. Voilà. Alors, on commence par protéger nos collègues médecins, on leur explique que le secret médical n'est pas partagé entre l'expert et le médecin soignant, donc on ne peut pas porter à la connaissance un certain nombre d'éléments qui montreraient qu'ils ont violé le secret médical, mais voilà, on peut appeler le procureur et expliquer que c'est nécessaire. Et cette fois-là, la vice-procureure m'a dit « Écoutez, moi je comprends très bien, mais c'est une mort naturelle, les parents n'ont pas envie de cette autopsie, donc si vraiment vous estimez qu'elle est nécessaire, eh bien, vous appelez, vous leur parlez. » Donc les parents avaient plus de 80 ans, le père était vraiment très en colère que j'appelle et que je demande une autopsie. Et j'ai dit, mais vous savez, moi j'ai lu que vous aviez 2 autres enfants et eux ont risque de mort subite. Et là j'ai entendu une voix, visiblement j'étais sur haut-parleur, et on m'a dit, on vous rappelle, il y avait les enfants qui écoutaient et l'autopsie a été ordonnée. Voilà, donc c'est des façons de voir, d'ajuster, alors que effectivement en cas d'homicide avéré, on ne va pas lutter. Mais dans ces cas-là, les familles ne veulent pas qu'il y ait une perte de la preuve. Je finirai sur la 3e question, sur le ressenti du légiste. Il y a, je pense, des légistes qui mettent le défunt à distance. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. La personne que j'autopsie, je la vois toujours, je vois la personne quand elle était en vie, je la vois dans son entièreté. Et effectivement, même si j'ai de la peine, je pense que le pire, c'est de ne pas ressentir.
Et je m'autoriserai jamais, le jour où je ne verrai les défunts que comme des objets sur lesquels je peux procéder comme je veux, j'arrêterai d'être médecin légiste. Ensuite, alors un rapport aussi qu'ont un certain nombre de collègues sur l'altération du corps et la décomposition du corps. Moi, je le vois comme un processus naturel, comme un processus de retour à la nature, comme un processus écologique. Nous étions poussière, nous redevenons poussière, donc je ne vois pas ça comme un corps qui manquerait de dignité, qui serait laid, qui serait dégoûtant. Voilà, j'ai aucun de ces... Dangereux. Voilà, ni dangereux. Voilà. Donc, alors, je n'ose pas dire ça parce que j'ai une collègue anthropologue légiste qui, dans un magazine où elle présentait le nouveau parquet des crimes sériels, quand on lui a demandé est-ce que vous avez peur des squelettes, elle dit ben, pas du tout, j'ai plus peur des vivants. Et donc, ça a été en gros titre qu'elle déclarait j'ai plus peur des vivants que des morts. Voilà, donc j'ose pas. Voilà, donc effectivement, on peut avoir. Excusez-moi, je m'étais permis pour pas trop dépasser, pour qu'on puisse parler, de mettre le réveil. Voilà, donc il y a des autopsies qui sont extrêmement difficiles. Moi, je pense que, voilà, bien sûr, les autopsies d'enfants. J'estime que j'ai eu une séance d'autopsie d'un enfant qui avait le même âge que le mien, où mon enfant, je le voyais, ça se superposait. Voilà, c'est très désagréable. Mais après, on ne peut pas laisser d'autres personnes le faire et dire « Ah non, non, moi les enfants, je ne peux pas ». Voilà, parce que on doit réaliser des autopsies. Quel que soit, voilà, on n'est pas comme aux urgences où on dit ben, « Moi, je vois certaines maladies ou certaines personnes et pas d'autres ». Voilà, on doit faire le tout venant. Et puis après, on est des experts. Donc quand on demande si ça a été difficile d'autopsier un enfant, et bien on dit au tribunal que ça fait partie de son travail et on ne s'épanche pas parce que tout le monde imagine ce que ça peut faire. Et si on est complètement dans l'affect, du coup, le rapport et les constatations qu'on fait peuvent être mis en question. Je vous remercie. Alors, exceptionnellement, je saute sur le micro parce que j'ai vraiment une question importante. Possible. En fait, le principe du séminaire, c'est aussi qu'on se pose la question de savoir si le corps mort a un statut moral qui est fixe dans sa trajectoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on traite un corps mort de la même façon quand il s'agit de prélever ses organes, quand il s'agit de l'autopsier, quand il s'agit, etc., etc. Au début de votre présentation, vous avez fait une liste assez détaillée d'un certain nombre de normes, de conventions qui qualifient ce que c'est traiter un corps de façon respectueuse. On retrouve certains éléments qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, ne pas le brusquer. Moi, j'aimerais essayer de comprendre précisément pourquoi ces normes existent. Non pas que je veuille les remettre en cause, mais on voit bien dans la présentation de Sandra Monto qu'au moment de recoudre un cadavre après une autopsie, une des justifications qui est posée, c'est une potentielle utilisation ultérieure. Il n'y a donc pas forcément un discours moral qui va chercher le respect ou quelque chose. Dans votre discours, au contraire, on retrouve très fortement une forme de morale presque transcendante, voilà, le respect qui s'impose à nous. Quand vous êtes dans ces gestes de respect, qui sont très nobles, est-ce que vous le faites plutôt en souvenir de la personne? Est-ce que vous le faites plutôt en référence à la pensée que les proches ont de ce qui est en train de se passer pour la personne? Ou est-ce que vous le faites plutôt pour vous, dans le sens où rentrer dans une forme de brutalité à l'égard du corps mort rendrait ce travail complètement infaisable au quotidien? Alors moi je dirais que c'est un principe d'humanité et je pense que moi je ne serais pas capable de faire autrement. Et on voit, moi j'ai vu des cadences par exemple, on a beaucoup de défunts d'expertise et moi j'avais une collègue identificateur à assistante funéraire qui fondait en larmes en disant la cadence, le temps que je peux permettre, je ne vais pas faire les choses correctement, mais voilà. Et là on dit, écoute, s'il faut que le corps, le défunt parte plus tard
pour le cimetière, on fera comme ça. Si finalement on ne peut pas le présenter à cette heure-ci, eh bien c'est pas grave. Le fait, je pense que d'avoir des gestes brusques, fondamentalement, ça veut dire qu'on trahit tout ce en quoi on croit. Je pense que, alors, je vous dirais peut-être que je le fais avant tout pour moi-même, mais après, je pense qu'il y a le côté médecin. On est là pour prendre soin des vivants, on est là pour prendre soin des morts. L'autopsie est une manière de rendre justice. Alors, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est vrai que je pense d'abord à rendre justice aux défunts avant de la justice de la société. Voilà, voilà pour toutes ces raisons. Et puis je pense qu'avoir des attitudes brutales, d'abord que c'est inutile, et toutes les réserves que vous évoquez, hein, des nécessités sacro-saintes, eh bien elles sont inexistantes. C'est-à-dire qu'on peut disséquer le visage entièrement à partir d'une incision du tronc et du cuir chevelu. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on est obligé de laisser de la peau sur l'arête nasale pour que le corps que le visage ne tombe pas. Nous, on a des... Quand j'étais à Stockholm, il y avait... J'ai vécu des grandes séquences de reconstruction où le corps était rendu en bien meilleur état à la famille qu'avant. Voilà, moi j'ai un maison funéraire, il avait passé 2 heures et demie à recoudre une personne victime d'un accident ferroviaire pour que la famille puisse les voir. Il y a un homme qui avait été décapité, où on a trouvé une méthode, on avait des tiges en métal pour reconstituer le corps. Donc j'ai appelé sa mère, je lui ai dit, vous pouvez venir le voir, parce qu'on ne pouvait pas le laisser dans l'état dans lequel on l'avait reçu. On ne pouvait pas laisser la tête posée à côté du corps. Voilà, donc ça fait partie, voilà, de l'humanité, de notre devoir, du soin le plus élémentaire. Voilà. Merci. Je vois plusieurs questions. Martin, je me suis en bleu foncé, il a l'air en bleu foncé. Merci, monsieur, pour votre intervention. Je prolongerai juste ce que vous venez de dire. J'ai quand même le sentiment que vous avez fait preuve d'une empathie qui est assez vive. Je présume que vous avez des confrères qui ont besoin de prendre une distance pour faire leur travail correctement. Et je pense que les deux sont respectables. Il est évident que personnellement, je préfère la langue. Mais je me demande s'il n'y a pas néanmoins quelque chose qui revient de vos propres convictions spirituelles, une éventuelle foi qui vous amène à regarder le corps différemment. C'est peut-être un point de logement, de réflexion ou de la défense. Les questions ne portent pas sur cela. Je voudrais vous renseigner un petit peu plus en détail sur l'un ou les séances d'autopsie. Ma première question, c'est j'en ai deux, qui peut assister ou ne pas assister à l'autopsie? Par exemple, dans les films de policiers, on voit les flics qui rentrent. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans une autopsie ou pas? Parce que c'est purement spécial. J'aimerais savoir, vous êtes combien qui peut assister à une autopsie, participer, et qui a une porte fermée? Ça, c'est ma première question. Alors, il y a beaucoup de personnes qui peuvent assister à une autopsie. Alors, il y a le médecin légiste. Alors, selon les recommandations européennes, on devrait être 2 médecins légistes à autopsier. C'est quelque chose qui est fait très régulièrement en cas d'homicide, de très forte suspicion d'intervention de tiers. On peut être assisté notamment des internes. Alors, les policiers et les gendarmes ont une présence extrêmement importante en cas de suspicion d'homicide ou d'homicide avéré, parce que l'officier de police judiciaire qui est en charge de l'enquête va faire un procès-verbal comme quoi il constate l'heure de début d'autopsie, la fin de l'autopsie, il va recueillir les conclusions préliminaires, où il va appeler tout de suite le procureur ou le juge d'instruction, c'est déjà passé à l'instruction, et surtout il va réaliser les scellés à l'issue de l'autopsie qui va permettre en fait de tracer et de montrer que c'est bien, par exemple, les organes de cette personne et pas d'un autre.
Ensuite, il y a un technicien de la police scientifique qui va réaliser les photographies. Donc moi, les photographies que je fais, ou que fait par exemple un officier de police judiciaire, elles n'ont pas de valeur parce qu'elles n'ont pas d'identité, voilà, elles n'ont pas la même traçabilité. Donc il faut aussi un technicien qui prend des photos. On a un assistant funéraire avec nous. Et puis dans un certain nombre de dossiers, on a des magistrats, procureurs, juges d'instruction, greffiers, quand l'affaire revêt une particulière importance, voilà, notamment lors des exhumations. Vous pouvez juste préciser ce que ça signifie, les cellules sur un corps, sur une autopsie? Alors, il y a il y a 3 types de scellés. En fait, c'est les éléments qu'on va garder après, à la fin de l'autopsie. Donc, il y a 3 types de scellés globalement. Il y a tout ce qui est pour les analyses toxicologiques, toutes les humeurs et les organes qu'on a conditionnés pour une éventuelle analyse toxicologique. Ensuite, il y a tout ce qui est anatomopathologique, donc les différents organes. Et ensuite, tout ce qui est prélèvement d'ADN. Ce qui est très important, c'est de pouvoir rendre le corps aux familles et qu'il y ait le permis d'inhumer. Donc, on va prendre tous les éléments dont on a besoin pour ne pas y revenir. Ok. Ma deuxième question, c'est que j'aimerais que vous nous expliquiez ou que vous m'expliquiez. J'imagine que c'est un travail d'équipe, parce que si c'est vous qui pratiquez l'autopsie, c'est pas vous qui allez pratiquer l'analyse toxicologique, c'est pas vous qui allez pratiquer l'analyse des tissus. Est-ce que c'est vous qui allez recoudre le corps? Combien il y a de personnes qui interviennent? Combien de spécialités? Alors, si on parle de l'autopsie elle-même, il y a donc au moins le médecin et l'assistant funéraire, donc il y a au moins 2 personnes, et ça peut monter en fonction de l'importance. Donc ça, c'est pour l'autopsie elle-même, c'est-à-dire que on fait un certain nombre de scellés et on émet des recommandations. Mais tout ce qui est toxicologique, c'est le toxicologue. Tout ce qui est le tissu, c'est un autre spécialiste, le généticien. Alors, si c'est pour voir si une personne a été sur les lieux, ça va être la police scientifique. Si c'est pour analyser une maladie, ça va être un généticien. Voilà, donc, après, moi, très régulièrement, je me faisais assister d'une anthropologue. Alors, par exemple, et d'un radiologue. Alors, l'anthropologue, elle peut prélever, elle a une image, alors déjà au niveau dit de l'identification, et ensuite c'est une spécialiste des os, donc quand les os sont dégradés ou pour analyser les lésions, que ce soit à l'œil nu ou au niveau microscopique. Et après, on se fait assister aussi d'un radiologue. Par exemple, quand on a certaines autopsies, on va demander un scanner avant. Par exemple, quand une personne a reçu un certain nombre de projectiles, avoir avant l'autopsie le radiologue qui vous dit où elles sont, c'est très bien. Et puis après, il y a des choses qui sont hors d'atteinte de la médecine légale, mais que le radiologue peut voir. Par exemple, des traumatismes crâniens complexes avec de multiples fractures. La configuration va être très bien vue en 3 dimensions par le radiologue, tandis que nous, quand on va ouvrir, il y a de multiples débris. Donc nous, on va essayer, si vous voulez, de se concentrer, d'ouvrir d'une certaine manière après avoir vu le scanner, pour que la reconstitution soit la meilleure possible. Qui reconstitue? C'est vous, quelqu'un d'autre? Non, c'est l'assistant funéraire. À Paris, ce sont les identificateurs. Merci. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors moi je pense que... alors, pour moi, il y a vraiment beaucoup de respect pour le défunt partout où je suis passé. Et c'est vrai que les personnes qui ont un comportement qu'on estime inadapté ne sont pas invitées à revenir. Enfin, moi, c'est comme ça que... de mon expérience, voilà, après... Oui, monsieur. Ah, pardon, je ne connais pas l'ordre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avant. Ah, ça se souvient bien. Oui, pardon, je pense que... Oui, merci. Ça va faire réfléchir à beaucoup de choses, donc j'ai quelques questions. Quand vous avez mentionné qu'il n'y avait pas de musée, et donc en général de la salle, pour moi c'est un contraste par rapport à ce que j'ai entendu sur les salles, les blocs opératoires, donc les chirurgies.
Et je vous demandais si vous aviez une expérience en rapport avec comment il décrivait le service. La deuxième question, ce serait, comme vous êtes romancier, est-ce que vous avez des remarques à faire sur les représentations du monde, notamment dans le monde anglophone, tout ce qui est forensic, donc sur les séries télé, les films, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, quand vous parlez de la précision, c'est un peu vous qui, d'une certaine façon, qui établissez le récit du décès, c'est-à-dire ce qu'on va dire finalement de la façon dont le décès s'est produit. Et est-ce qu'il vous arrive de taire certains éléments que vous constatez, mais qui vous semblent impertinents ou pas pertinents, dans le cas de la cause judiciaire en particulier? Est-ce qu'il vous arrive justement de ne pas les partager, par exemple, avec la famille? Et puis, dernière question, dans un autre registre, oui, les compagnies d'assurance, est-ce que c'est les assurances vont avoir avec ce monde-là? Parce que c'est peut-être mon côté nord-américain, j'ai d'y penser, mais il peut quand même y avoir des circonstances de décès qui ont des répercussions assez importantes sur le plan financier. Est-ce que ça intervient de façon du monde dans notre travail? Alors, par rapport à la musique, je pense qu'il doit y avoir plein d'endroits où le médecin légiste va mettre la musique. Voilà. C'est un peu. Alors, moi, quand j'étais. Alors, après, je vous avoue que. Peut-être que je parle aussi de mon cas, hein, mais moi, quand j'ai de la musique, j'ai du mal à me concentrer. Ou même quand tout le monde parle et qu'il y a un brouhaha dans la salle, donc je faisais taire. Voilà. Donc. Ensuite, effectivement, au bloc opératoire, j'ai vu, voilà, j'ai entendu, j'ai subi, mais quand on est interne, voilà, on n'a pas trop le choix, on écoute, voilà. Moi, je suis quand même persuadé qu'il y a une perte de concentration, que chaque geste est important, et je trouve que c'est une distraction. Voilà. Donc, après, je comprends que des fois, quand on recoud dans la salle des coutures, que c'est long, que c'est répétitif, qu'on ait besoin de quelque chose, voilà, mais on voit qu'il y a une technique standard pour l'autopsie, il faut quand même l'adapter à chaque fois. Il y a des éléments anodins qui sont importants, et vous mettre de la techno juste dessus, enfin moi c'est pas concevable. Voilà. Une belle musique classique. Ben non plus. Alors, dans les représentations des médecins légistes, avant tout, ça montrait que c'était un métier cool, parce que c'est une anecdote que je raconte souvent. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, les gendarmes se demandaient pourquoi on faisait ça. Et donc Isabelle Fortel, qui est le chef de service du service de médecine légale de Corbeil-Essonnes, disait bah, figurez-vous que j'ai fait ça par choix et j'étais pas la dernière de la promo. Et là, le gendarme disait bah, c'est fou comment on peut faire ça par choix. Voilà. Et là, maintenant, bah, les médecins légistes sont des gens cool, hype. Voilà. Donc c'est cette représentation. C'est des représentations alors, qui sont extrêmement. Voilà, souvent elles sont correctes. Il faut les adapter en fonction. Il y a alors il y a beaucoup comment dire de conseils de médecins légistes, experts qui disent qui aident dans les scénarios. Ce qui est, il y a des choses qui sont comment dire imprécises par rapport au délai de temps, mais après il y a une intrigue qui doit tenir en 52 minutes. Voilà. Et j'avoue que plus j'écris de romans et plus je fais d'approximations pour essayer de ne pas noyer la personne. Voilà. Donc, et je me dis que finalement, être trop près de la réalité, ça peut rebuter. Voilà. Donc là, au fil des romans, je m'en éloigne et puis je fais une postface où je dis voilà quelle est la réalité, voilà quel est le ressort dramatique. Alors, le fait de ne pas divulguer certaines informations, il y a des... C'est vrai que dans le rapport d'autopsie, on doit se dire qu'est-ce qui est en rapport avec la mort ou qui ne l'est pas. Quels sont les éléments que la famille peut avoir en demandant le rapport d'autopsie auprès du procureur. Il m'est arrivé à quelques reprises de refuser de donner un certain nombre d'informations, ce qui a été voilà, sujet de discussion. Alors en Suède, on avait tous les dossiers médicaux. On avait voilà, donc il m'est arrivé une fois de dire au téléphone que je ne pouvais pas donner la cause de décès à un frère, par respect pour le défunt. Et là, il m'a dit
Et là, le frère m'a dit quoi? Qu'il avait le VIH et qu'il était héroïnomane? Mais bien sûr qu'il nous l'avait dit. Voilà, donc on ne peut pas. Alors, on ne peut pas violer le secret médical quand il est déjà révélé, donc on peut parler si la personne a ce diagnostic. Après, il y a aussi le fait que j'ai appris aussi en Suède à ne pas commander certains dossiers médicaux de peur de les avoir entre les mains et que la famille puisse les demander. Voilà. Quand on demandait, nous on nous a demandé des photos d'autopsie, toutes les photos d'autopsie. Donc c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme quand même. Donc voilà, donc peut-être faire les photos nécessaires, avoir les documents médicaux nécessaires. Voilà. J'ai eu une mère qui m'a dit que comme son fils était suicidé, que c'était sa belle-fille qui était responsable de sa mort, qui l'avait poussé au suicide. Et j'avais tous les comptes rendus du psychiatre année après année, où elle voulait avoir ces éléments qui ne lui ont pas été donnés parce que c'était des pensées intimes. Et j'ai fini par lui dire que je ne pouvais pas lui donner les raisons, mais que ce n'était pas dans le cadre ni le sens qu'elle pensait. Ensuite, la question des assurances. On a des assurances qui, comment dire, je ne sais pas comment dire ça. Alors, quand on va, par exemple, quand on décède, une assurance est en droit de montrer que les causes d'exclusion du contrat sont mises en œuvre. C'est-à-dire qu'elle est en droit de montrer qu'il n'y a pas droit à indemnisation. Vous avez par exemple un certain nombre de contrats assurance vie qui excluent des causes comme sauter à l'élastique ou saut en parachute. Donc si vous décédez dans ces conditions-là, vous n'avez pas droit à indemnisation. Je vous avoue que ça se transforme d'une manière, comment dire, peu heureuse en... il faut montrer de manière absolue la cause de décès. Voilà, donc on peut avoir un courrier d'une assurance qui dit « La toxicologie n'a pas été analysée, donc on ne peut pas exclure un empoisonnement, donc on n'indemnise pas. » Et la greffière a beau expliquer que si le procureur ne le veut pas parce qu'il estime que c'est inutile, on ne peut pas l'exiger. Voilà. Donc on a très souvent des questionnaires qui ne sont pas réguliers. Et on a des familles de personnes, quand les enfants meurent à 40, 50 ans, qui sont très âgés. On a des veufs, des veuves qui sont complètement perdus. Tout le monde ne peut pas avoir forcément un avocat. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de remplir ces questionnaires. On peut se poser la question de la régularité, mais si on ne les remplit pas, il n'y a pas d'indemnisation. Voilà, je pense que la majorité des médecins légistes refusent de les remplir, en estimant que ça viole le secret de l'enquête, la procédure peut être récupérée, voilà. Voilà. Mais on a des familles qui viennent, où j'ai une mère qui venait, elle avait eu tout le dossier d'instruction, toutes les auditions, toutes les analyses, tout, et on lui disait encore que ce n'était pas suffisant, puisque son médecin traitant était parti à la retraite, et que comme il n'y avait pas les antécédents de cette personne en particulier, on ne pouvait pas indemniser. Donc ce sont des rapports qui sont un peu difficiles. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste 3 questions, enfin surtout 2. Je vous les pose les unes après les autres Oui, parce que j'oublie au fur et à mesure ça. Alors, en France, comment est-ce qu'on peut avoir accès à une autopsie? Qui a droit, en fait? Les ayants droit, comment est-ce qu'ils demandent, à qui ils demandent? Ou est-ce que tout le monde peut avoir, comme en Suède, accès à l'autopsie de voisin? Alors, normalement, on peut demander le compte-rendu d'autopsie, même les examens, au procureur de la République, qui est destinataire. Et dans ce cas-là, on doit prouver que la loi Kouchner
est mise en œuvre. Donc vous avez donc la loi du 4 mars 2002 où on a le droit de connaître en fait les ayants droit après la mort ont le droit de savoir. Alors pour bénéficier de droits légitimement protégés, pour connaître les causes de la mort et pour défendre la mémoire du défunt. Donc alors concrètement, il faut envoyer un mail avec votre pièce d'identité et prouver votre lien. Ça peut être un livret de famille, un acte de naissance. Même si vous êtes le mis en cause dans l'enquête. Alors après, vous écrivez au procureur et lui, il va estimer si là, vous le remettez ou pas. C'est-à-dire que il y a un risque de dépérissement de la preuve. Donc effectivement, quand la famille est suspecte ou que le demandeur est suspect, on ne peut pas le remettre. Mais dans un certain nombre de cas, on a peur que la famille vienne brandir des éléments qui seront présentés plus tard aux mises en cause en disant « Regarde ce que tu as fait, j'en ai la preuve ». Voilà, donc on essaie de se prévenir de la diffusion de ces informations, ce qui fait que le procureur décide du moment opportun pour transmettre. Ça peut être que Et si post-sentenciel. Ça peut être que post-sentenciel. Ça ne peut être qu'après un jugement définitif et qu'il y ait eu éventuellement après. Sinon, ça serait une violation du secret d'instruction. Alors, je pense que... S'ils sont partie civile, ils peuvent avoir accès au dossier. Donc après, pour vous dire exactement les temps, voilà, après, quand il y a, on estime par exemple qu'il n'y a pas d'infraction, ils peuvent le recevoir. Après, techniquement, c'est un peu compliqué, c'est que, par exemple, il y a certains rapports d'examen complémentaires qui doivent être certifiés pour pouvoir être remis, donc il y a des délais, et notamment, par exemple, si la famille n'est pas contente de la décision du procureur, va faire réouvrir le dossier, ils peuvent notamment récupérer ces pièces pour faire valoir leurs arguments. Merci. Ma deuxième question, c'est pourquoi il n'y a pas de secret partagé entre le médecin soignant, enfin le médecin traitant, et le médecin expert? Alors parce que le médecin soignant ne peut pas être l'expert et parce que on ne peut pas se prévaloir de son statut de médecin pour récupérer un certain nombre de données. Voilà, parce qu'il faut... la loi Kouchner, comme il y a beaucoup de médecins qui ne voulaient pas donner le rapport, elle n'a pas écrit que c'était une dérogation au secret médical, elle a dit le secret médical ne s'oppose pas. Donc le secret médical a institué un certain nombre de garde-fous. Et par exemple, moi je trouve ça très sain. D'abord parce que le médecin qui a remis les documents médicaux peut justifier dans quel cadre il l'a fait. Et comme ça, c'est tracé dans l'enquête et c'est pris en compte. C'est-à-dire que vous n'avez jamais besoin de parler, par exemple. Vous disiez que l'anamnèse est important, les antécédents médicaux du patient et tout ça. Vous n'avez jamais besoin de parler au médecin traitant. Si vous avez besoin des documents, vous demanderez par voie administrative. Voilà, je passe par le policier. Donc, alors, comme le processus de saisie d'un dossier médical est très lourd et prend beaucoup de temps, on demande à ce que le policier fasse saisir des éléments formalisés. Donc il va demander au directeur de l'hôpital, par exemple, un compte-rendu opératoire. Voilà. Mais moi, je ne vais pas parler au médecin parce que je vais le mettre en danger. Donc il y a un certain nombre de cas où on m'appelle, où je prends les informations, notamment par rapport à une autopsie, s'il y a quelque chose de très particulier à savoir, ou par rapport à l'indication. Mais si je consigne dans mon rapport aujourd'hui, tel médecin m'a donné telle information, c'est un viol du secret médical. Un an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Donc après, il y a l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que le procureur... va voir si le médecin a contribué à faire avancer l'enquête de bonne foi, il ne va pas se retourner vers lui. Voilà. Mais pour vous dire que cette séparation est parfois schizophrénique, c'est que, par exemple, si j'examine une personne, un plaignant, je suis à l'hôpital de Fontainebleau, il est passé aux urgences de Fontainebleau,
je ne vais pas aller sans son accord récupérer des données médicales par intrusion dans le système informatique. Parce que c'est son choix en expertise de donner ou pas des documents qui le concernent. Voilà, c'est pas open bar. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je suis policier, hein, donc à retraite, mais j'étais policier pendant plus de 35 ans et j'ai assisté environ une vingtaine de fois à des autopsies, certaines pour des suicides, des suspicions de suicide, certaines pour des homicides. Et je vais dire d'abord la grande complicité qu'on peut avoir avec le médecin légiste, à partir du moment où on se connaît bien depuis longtemps, parce qu'on a travaillé en fait en harmonie, et c'est mieux, c'est-à-dire que nous, on a apporté des éléments d'enquête qui sont très importants pour le médecin légiste, vous l'avez souligné, à savoir qu'on a déjà, nous, un petit peu, peut-être parfois des idées, et c'est déterminant pour les choses qui vont se passer par la suite au niveau pénal, et c'est des fois ce que je reproche aux médecins, c'est d'avoir très peu d'informations pénales lorsqu'ils sont une fois leurs études, c'est bien dommage, j'espère que ça évolue depuis le temps, ça remonte à 35 ans, mais par exemple sur la différence entre un meurtre et des coups et blessures ayant entraîné la mort sur l'intention de la donnée. Et là, les constatations faites par un médecin légiste, elles sont souvent déterminantes, même si nous, on n'arrive pas à déterminer la volonté de l'individu. Au moment où, par exemple, il donne des coups de poing dans la figure de quelqu'un, il en donne 15, est-ce qu'il voulait simplement lui casser la figure ou est-ce qu'il voulait le tuer? Et là aussi, l'intensité, parce que vos constatations vont parfois être déterminantes par rapport justement à ce qu'il a voulu faire et le résultat que vous avez. Ma deuxième, ça c'est plutôt une réflexion, sur les questions, c'est une question éthique. Alors je veux dire, ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à mes collègues, maintenant il faut faire attention, lors de l'autopsie, avec donc une personne qui a reçu 4 coups de couteau, on est à l'auteur, le médecin légiste avec qui j'ai une grande complicité, on peut dire ça, il finit l'autopsie, il dit bon bah voilà, et mon regard nous dit, si je dois mettre vraiment les constatations, il est mort de l'intervention du SAMU. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il dit, si vraiment je vais jusqu'au bout de mon raisonnement et que je suis un pur scientifique, et en fait, oui, il y a eu une hémorragie, oui, il y a eu ça, mais il s'est passé, c'est pas une erreur forcément, mais je rentre pas en détail, ça allait tous les deux, et les constatations, il est mort des suites, des hémorragies, des coups de couteau, parce que bien évidemment la défense, vous imaginez bien, on profiterait immédiatement en disant, en fait, l'individu, les constatations, ça donc éthiquement, ça m'intéresse d'avoir une réflexion, y compris dans la salle. Ils vont mettre ça dans un contexte il y a bien longtemps quand même. La chose. Deuxième chose, sur les fameuses constatations des médecins légistes sur du vivant, sur des personnes, et notamment le fameux été, plus de 8 jours, moins de 8 jours. Là aussi, c'est du pénal, mais c'est important, puisque si vous ne le savez pas, sont considérés comme des violences volontaires délictuelles, plus de 8 jours d'ITT. Si c'est moins de 8 jours, c'est une contravention. Entre guillemets, nous, les policiers, on a très peu de moyens. À l'époque, j'ai traité énormément de violences intrafamiliales, où j'avais des femmes qui venaient me voir, et j'ai 2 cas de données qui sont quand même intéressants. La première se présente, elle a un deuil au revoir, donc elle va voir son médecin. Le médecin délivre un certificat, ne fait pas comme profession, je suis hôtesse d'accueil. Donc elle ne peut pas travailler, il lui met 9 jours. Très bien, ça délie, j'ai pu la frapper son mari, le premier arrivé, etc. J'ai eu le même cas avec une dame plus âgée, qui était retraitée, donc qui avait reçu exactement la même chose de son mari, donc il y avait un bel œil au revoir, et là, on lui a mis 3 jours d'été. Pourquoi? Parce que, le médecin de l'objet ne travaille pas, parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est la mauvaise interprétation. Deuxièmement, ça n'empêche pas de faire ce qu'elle doit faire tous les jours. Je ne vous cache pas que dans certains cas, je me suis permis de rappeler des médecins pour leur dire, de rappeler le texte, faites attention, parce que de votre, entre guillemets, certificat médical va dépendre de la suite pénale. Heureusement, aujourd'hui, il y a un texte de loi qui est interrogé pour les violences intrafamiliales, qui a plus besoin de TD, ouf. Donc, ce qui veut dire qu'on a pu se poser ces questions. Voilà. Les 2 questions qui sont éthiques, je pense. Alors après, je pense qu'on est censé dire quelle est la cause de décès et sans se poser de questions. Enfin, moi, il m'est arrivé avec une collègue qu'un homme tue sa femme, mais il s'est avéré qu'elle était déjà morte depuis plusieurs heures. Donc il n'y avait pas de... il ne l'a pas tuée. Et voilà, donc, et on dit les choses. Donc
une personne qui décède par exemple, d'une infection pulmonaire à l'hôpital 15 jours après avoir été renversé par une voiture alors qu'il était piéton, il meurt de ça. Donc après, vous pouvez argumenter qu'il n'avait pas demandé à être en réanimation, qu'il n'aurait pas eu cette infection s'il n'y avait pas eu, mais vous ne pouvez pas dire que c'est des lésions traumatiques alors qu'il meurt de maladie. Voilà, donc, et on n'est pas du tout... alors, on n'est pas là pour faire plaisir aux magistrats, et surtout, les magistrats, moi, je n'ai jamais été influencé parce que les magistrats ont peur du médecin militant où, à l'instruction et au procès, ça devient une affaire judiciaire, ça devient un énorme scandale. Donc, ils ne veulent pas qu'on charge et qu'on invente des choses qui n'existent pas. Et puis après, ils demandent aussi à comprendre et ils testent la cohérence interne. Voilà, donc, par exemple, si vous faites un massage cardiaque, que vous avez une plaie hépatique et que la photo du foie est prise systématiquement, voilà, le magistrat, normalement, va se poser des questions. On n'est pas là pour faire justice nous-mêmes, parce que cette prérogative, il y a une autre personne. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Et ensuite, alors l'ITT, alors c'est un concept qui, à mon sens, ne devrait pas exister parce que personne n'y comprend rien. Donc, alors, si je peux vous en parler en 2 minutes, alors au sens pénal, c'est la perte complète d'autonomie personnelle. Vous ne pouvez plus bouger. Donc, si il y a des unités médico-judiciaires, donc si vous vous y rendez, et vous n'êtes plus en incapacité, donc tout ce qui se présente, on doit leur mettre 0 jour. Voilà. Donc, on a, de ce que j'en comprends, pris un concept civil qui est une diminution des actes et gestes de la vie courante. On vous donne un coup de poing sur le nez, on vous le fracture, vous avez du mal à respirer pendant 10 jours, vous avez 10 jours. On le donne, l'incapacité totale de travail, il y a des barèmes, il y a des pratiques entre les médecins qui sont extrêmement diverses, ce qui est hautement problématique. Voilà. Bon, alors, mais on s'aperçoit que ce qui est respecté, ce qui est très normé, c'est entre 0 et 1 jour, et à plus ou moins 8 jours. Voilà. Mais une hôtesse de l'air qui a un œil au beurre noir ne peut pas aller en première classe, donc elle va avoir 2 semaines d'arrêt de travail, mais elle aura 2 jours d'ITT. Et la petite dame qui a 85 ans et qui n'a pas besoin de travailler, elle aura aussi 2 jours. Voilà. Et le nourrisson qui aura des blessures au visage, même s'il ne travaille pas, il aura une incapacité totale de travail. Voilà. Donc, parce que c'est très dur à comprendre, et il y a des professeurs de médecine légale qui ont demandé à ce que ce concept n'existe plus. C'est quelque chose qui est latin. Voilà, dans de très nombreux pays, le médecin légiste décrit les lésions corporelles et et le magistrat comprend la gravité. Bonjour, merci pour votre présentation. J'apprécie beaucoup votre méticulosité, le temps et le respect que vous accordez aux gens que vous êtes en charge. En 2025, avec toutes les prérogatives administratives, des créations de certains hôpitaux, est-ce que vous arrivez à passer au-dessus de certaines contraintes administratives qui vous permettent d'effectuer votre travail complètement, ou est-ce que vous êtes soumis à l'autorité administrative qui vous oblige parfois soit à raccourcir votre temps de travail, à augmenter la cadence, et parfois à bâcler un petit peu les choses? Et sinon, comment vous faites? Alors moi, là, actuellement, je travaille à l'hôpital de Fontainebleau, donc je ne réalise plus d'autopsie. Alors, à mon sens, à l'Institut médico-légal de Paris, pour moi, il y a une relation qui est quand même assez directe avec les magistrats. Les médecins, pour la grande majorité, viennent de l'extérieur. Ils reçoivent leurs réquisitions, ils font leur rapport. Donc je pense qu'ils sont concernés par la machinerie administrative de la justice, mais moi je dirais que c'est quand même assez fluide. Voilà. Et ensuite, alors à l'hôpital de Fontainebleau, là où je travaille,
j'estime que au niveau administratif, la manière de rédiger les expertises, on a beaucoup gagné, voilà, en simplicité, en fluidité, je n'ai pas de difficulté particulière. Je suis assisté d'une aide-soignante, d'une infirmière. Donc c'est vrai que je gagne énormément de temps pour refaire les pansements, pour prendre les photographies. Et après, la contrainte du temps que l'on peut prendre, elle est du nombre d'affaires qu'on a et du nombre d'urgences. Donc il y a des fois, on est amené à différer des rendez-vous. Le viol de 6 enfants qui date de 2 ans, on ne va pas les voir tous les 6 parce qu'on a besoin de prendre du temps. Voilà. Un examen gynécologique chez une enfant, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie pour l'habituer, parler, jouer. Voilà. S'il n'y a pas le temps et qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde attend derrière. Voilà. Et ça, tout le monde le comprend. Voilà. Donc, et on essaie voilà, de hiérarchiser comme ça. Le retentissement psychologique, il est fait en co-expertise. Donc c'est le temps qu'on gagne. Voilà. Alors, voilà. Moi, j'ai de la chance, j'estime que j'ai le temps qu'il faut. Et quand vous êtes dans le temps de la garde à vue, vous avez 24 heures. Donc là, vous voyez, les 24 heures, c'est pas 1 heure ou 2. Et après, l'essentiel, on peut différer. Et c'est quand même de faire dans de bonnes conditions. Quand l'Institut médico-légal était mis en tension, on demandait aux médecins de dormir la nuit. Donc, on pouvait faire de très grandes amplitudes horaires, mais travailler 24 heures sur 24 sans dormir, c'est aller de suite dans le mur. Donc, on est quand même attentif à travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. On arrive pile poil à l'heure de fin de cette séance. Donc il me reste à vous remercier. Vous avez les dates des prochaines séances qui apparaissent sur l'écran. Vous avez compris le principe, donc je vous invite à venir avec nous pour poursuivre cette exploration de la trajectoire des corps morts. Et je remercie à nouveau Jean-François et Sandra pour leur présentation. Et je vous remercie à vous d'être venus. Bonne soirée.